Bien, merci, mon cher collègue, de cet accueil très amical. Je n'avais pas le sentiment ni d'avoir des facultés télépathiques ou télékinétiques à ce point développées, mais vous m'inquiétez un peu, pour tout dire. Mon rationalisme est en alerte. Mais enfin, au fond, on écrit des livres pour ça. Et donc, je suis vraiment très heureux de ce que vous me dites, parce que, indépendamment des circonstances, ça prouve que tout ça n'était pas absolument vain. Donc, je vais vous parler de Georges Canguilhem ce soir, et si vous le permettez, je vais donner à ma communication, pour commencer, la tonalité d'une fable, au moins dans le début. C'est une façon de suggérer que, au fond, il s'agit de nous, il s'agit de vous, vous connaissez la formule antique d'été fabula narratur, cette fable parle de nous. Je vais partir d'un texte de Georges Canguilhem, publié en 1951, rédigé en 1951, au temps où il était inspecteur général de philosophie. Il est resté inspecteur général de philosophie pendant plusieurs années, et il a d'ailleurs laissé chez les jeunes collègues de l'époque un souvenir terrifié, presque tétanisé, car il avait un caractère assez disons, ferme et franc. Et surtout, il avait une idée de l'enseignement de la philosophie très haute, que j'ai essayé d'expliquer dans ce que sais-je, telle que quand il lui semblait que cette idée était maltraitée par des collègues, il les réprimandait de façon, disons, d'autant plus violente qu'elle était... Sa réprimande venait de la philosophie même qui parlait par sa bouche. Ce qui est toujours, évidemment, plus grave qu'une appréciation de correction ou de déontologie. C'est un texte de 51, rédigé pour une conférence qu'il avait donnée dans ce lieu magnifique qui est le Centre international pédagogique de Sèvres, dans la banlieue chic de Paris, et qui accueille les stages de pédagogie des enseignants du second degré. Ce texte s'appelle, et vous le connaissez peut-être déjà, l'expérimentation en biologie animale. Et il a repris cette conférence dans l'année suivante, dans ce livre qui s'appelle La connaissance de la vie, et dont j'ai ici un exemplaire un peu sale de la deuxième édition. Il y fait pour finir du hérisson, la fable, une manière d'opérateur philosophique. Il tire ce hérisson d'une pièce de théâtre, d'une scène de théâtre, dans Électre de Giraudoux, qui était pièce de 1937. Dans Électre de Giraudoux, le mendiant, l'homme au trimard, qui heurte sur la route des hérissons écrasés, médite sur cette faute originelle du hérisson qui le pousse à traverser les routes. Mais Canguilhem se garde bien d'y trouver une occasion d'une méditation philosophique sur la mort ou sur le destin. C'est vers la route qui dirige l'attention de son lecteur, de son auditeur, en l'occurrence. Et voici ce qu'il dit. Une route, c'est un produit de la technique humaine, un des éléments du milieu humain. Mais cela n'a aucune valeur biologique pour un hérisson. D'où l'aphorisme que je voudrais garder à notre attention, les hérissons, en tant que tels, ne traversent pas les routes. Et ce commentaire,
Ils explorent à leur façon de hérisson leur milieu de hérisson en fonction de leurs impulsions alimentaires et sexuelles. La leçon philosophique de cette première partie de la fable, si j'ose dire, est prête. Elle concerne l'expérimentation sur les animaux et opère par une sorte de renversement de perspective brutale de la façon suivante. En revanche, ce sont les routes de l'homme qui traverse le milieu du hérisson. Son terrain de chasse est le théâtre de ses amours, comme elle traverse le milieu du lapin, du lion ou de la libellule. Et quand Guillaume s'empare du mot méthode, méthodos, qui comporte l'idée de la route, du faire route, et qui est en même temps ce qui fait d'une expérience raisonnée une expérimentation. Donc cette dernière, l'expérimentation, traverse aussi le monde de l'animal. Et de cette façon, se trouve éclairé ce que Canguilhem appelle, assez énigmatiquement, mais à plusieurs reprises dans son œuvre, le paradoxe de la biologie. Ce qui, d'une formule ramassée qu'il faut bien, comme il avait l'art de les ciseler, qu'il faut bien analyser, ce qu'il désigne comme la récurrence de l'objet du savoir sur la constitution du savoir visant la nature de cet objet. Je répète, la récurrence de l'objet du savoir, le vivant, sur la constitution du savoir visant la nature de cet objet. Donc, contre ce qui lui est arrivé d'appeler aussi le cartésianisme exorbitant de nombreux biologistes contemporains, qui sont tentés par l'explication purement physique, physico-chimique du vivant, il plaide pour ce qu'il appelle, et qui plaît souvent à mes collègues biologistes, un sens biologique. Pour étudier le vivant, il ne suffit pas d'appliquer des lois physico-chimiques, certes il faut le faire, mais il ne suffit pas d'appliquer des lois physico-chimiques, il faut avoir le sens biologique. Et le sens biologique, c'est le sens de la rétroaction de l'objet sur la connaissance. Connaissance de la vie, c'est connaissance à propos de la vie, mais c'est connaissance aussi venant de la vie. C'est à la fois objectif et subjectif, comme on dit en grammaire latine, le génitif de la vie. Ce sens biologique lui apparaît indispensable au vivant savant qu'est l'homme pour appréhender son objet lorsqu'il s'agit de la vie. Lorsqu'il s'agit d'une machine, c'est différent. Mais lorsqu'il s'agit de la vie, c'est bien de lui en tant que vivant qu'il tente à prendre connaissance par sa démarche. Bon, laissons au moins un moment le hérisson à son destin de hérisson, qui est d'ailleurs, j'ai tort, puisque justement le hérisson n'a pas de destin. Le destin, c'est une invention humaine, une façon de se rapporter à ses succès, à ses échecs, lorsqu'on n'en connaît pas les causes, pour les faire entrer dans sa vie et leur donner un sens. Voici le deuxième animal, la tique. Elle apparaît dans un article célèbre
majeur dans l'œuvre de Canguilhem qui est intitulé « Le vivant et son milieu », qui reprend une conférence donnée à peu près à la même époque que la précédente, en 46-47, dans ce lieu magique qui s'appelait le Collège philosophique de Jean Val, dont nous avons essayé de prendre le modèle ou l'exemple quand nous avons créé, avec Jacques Derrida et François Châtelet et Jean-Pierre Faye, le Collège international de philosophie qui continue ses activités aujourd'hui sous des modes différents de ceux que nous avions imaginés, mais ça, c'est le lot des créateurs de fondations, fondateurs d'institutions, plus exactement, voire créateurs de fondations, qui doivent s'adapter. Le mouvement de l'argumentation de Canguilhem dans Le vivant et son milieu a consisté jusque-là à montrer la succession des renversements, ou si vous préférez des retournements de même type auxquels se trouvent soumises les conceptions mécanistes du rapport du vivant à son milieu telles qu'elles se présentent dans les sciences contemporaines, c'est-à-dire des années d'après-guerre. C'est la notion de milieu dont Canguilhem montre que c'était une notion de physique du temps de Newton et même d'optique qui doit être entièrement revue. Et l'un de ces renversements parmi les plus lucides, l'un de ceux qui ont revu l'acception physique de la notion de milieu empruntée quand on la transporte pour penser le vivant, c'est à ses yeux Jacob von Uexküll, c'est-à-dire l'homme qui a créé l'Institut à Hambourg, l'Institut d'études du milieu et de son environnement, qui est à l'origine de l'éthologie moderne. On peut dire que dans la descendance de Uexküll se trouve aussi bien Buitendijk que, plus connu, Konrad Lorenz. Tous ces fondateurs de l'éthologie moderne, c'est-à-dire de la science du comportement des animaux en milieu naturel, qui n'existait pas jusque-là. Il faut quand même voir qu'il y avait des musées, il y avait des zoos, l'étude du comportement animal en milieu naturel, c'est quand même une réalité très récente. C'est à lui qu'il pense, et en même temps à Kurt Goldstein en pathologie humaine. Je vais revenir sur Goldstein dans quelques minutes. Canguilhem fait d'abord référence à Uexküll et à sa célèbre analyse de la Umwelt, qui est le milieu de comportement de l'organisme, par opposition à l'Umgebung, environnement géographique général, et à Welt, qui est l'univers de la science. Et il lui emprunte, on vient de le rééditer, donc on pouvait le trouver, ce texte, le texte de Uexküll, l'exemple de la tique. Si vous vous reportez à la connaissance de la vie, à la page 145, voici ce qu'il écrit. La tique se développe aux dépens du sang chaud des mammifères. La femelle adulte, après l'accouplement, monte jusqu'à l'extrémité d'un rameau d'arbre et attend. Et de fait, elle peut attendre jusqu'à 18 ans, sans mourir. Et qu'est-ce qu'elle attend? Elle attend qu'un mammifère passe sous son arbre. Et lorsqu'il passe, elle se laisse tomber.
et elle se fixe sur l'animal, et guidée par son sens tactile, très désagréable pour l'animal support, si j'ose dire, elle cherche les endroits de la peau dépourvus de poils. Elle s'y enfonce jusqu'au-dessus de la tête et elle suce le sang. C'est à ce moment, lorsque le sang pénètre dans son estomac, que les œufs de la tique, encapsulés depuis le moment de l'accouplement, éclatent, mûrissent et se développent. Phénomène qui ne manque pas de fasciner, on peut. Or, Canguilhem relève que, d'après Husküll, et je crois que ce n'est pas contestable, c'est l'odeur du beurre rance émanant des glandes cutanées du mammifère qui déclenche la chute de la tique. Et c'est la température du sang de l'animal qui la fixe. Par exemple, dans un plat de beurre rance qu'on peut présenter sous l'arbre pour expérimenter, la tique tombe, mais elle ne reste pas, parce qu'il n'y a pas la chaleur du sang, et elle remonte à son poste d'observation en attendant le prochain passage. Conclusion. La Umwelt, le milieu pour un organisme vivant, c'est donc un prélèvement électif dans la Umgebung, c'est-à-dire dans l'environnement géographique. La Umwelt de l'animal n'est rien d'autre qu'un milieu centré par rapport à ce qu'il appelle ce sujet de valeur vitale en quoi consiste essentiellement le vivant. Le vivant, a une spécificité qui est d'être un sujet de valeur vitale. Nous allons essayer d'approfondir cette idée. Mais vous voyez, elle vient de lectures qui, quand il les fait, étaient des lectures pionnières en France. C'est le moins qu'on puisse dire. La lecture de Goldstein, donc Kurt Goldstein, 3 fois citée dans l'introduction du livre, La connaissance de la vie, constitue l'une des références majeures de Canguilhem dans ses premiers textes. Le livre, évidemment, auquel il se réfère toujours et qui a été réédité récemment avec une préface de Pierre Félida dans la collection Tell chez Gallimard, c'est La structure de l'organisme. La structure de l'organisme est un livre majeur, publié en 1934, traduit beaucoup plus tard en français, mais enfin qui a influencé considérablement la philosophie française à travers Maurice Merleau-Ponty, qui a écrit La structure du comportement en 1942, qui est un commentaire interprétatif de la structure de l'organisme, d'ailleurs tout à fait, ça n'est pas dissimulé, tout à fait ouvertement, de la structure de l'organisme de Goldstein. Et cette lecture-là, sur la structure de l'organisme, permet à Canguilhem de passer de l'attique, de l'organisme vivant à l'organisme vivant humain. Dès lors que la théorie de Goldstein se présente d'abord comme une critique de la conception mécaniste du réflexe, à laquelle Canguilhem a d'ailleurs consacré sa thèse de philosophie en 1955, que j'espère un jour voir republiée, la formation du concept de réflexe au XVIIe et XVIIIe siècle, a été publiée aux presses universitaires de France en 1955. La thèse majeure de Goldstein était de montrer que le réflexe n'est pas une réaction isolée,
qui dépend en définitive de la signification, mot chargé de sens, d'une situation, mot qui va devenir un ralliement, un mot de ralliement de tous ceux qui se réclament de la phénoménologie ou de l'existentialisme d'ailleurs au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, perçue dans son ensemble. La signification d'une situation perçue dans son ensemble. Et c'est à Goldstein que Canguilhem emprunte un nouvel aphorisme pour le retourner. Goldstein dit que le sens d'un organisme, c'est son être. Eh bien, Canguilhem dit, nous pouvons dire, nous, que l'être de l'organisme, c'est son sens. C'est-à-dire que, une nouvelle fois, il plaide pour un sens biologique à acquérir pour aborder tous les problèmes biologiques. Et il affirme, ce qui va très loin, que la biologie doit tenir le vivant pour un être significatif. Ce qui le définit, c'est son sens, la signification, sa situation dans un univers de signification. Le propre du vivant est donc non pas de s'adapter à un milieu physique donné, mais de se composer son milieu en fonction de ses exigences à lui vivant. Et il conclut d'une façon lapidaire, mais que je trouve très belle. Vivre, c'est rayonner. C'est organiser le milieu à partir d'un centre de référence qui lui-même ne peut être référé sans perdre sa signification. Le vivant polarise son milieu et le constitue comme tel. Plus loin, le milieu dont l'organisme dépend est structuré, organisé par l'organisme lui-même. Et la critique du physicisme ou du mécanisme est encore plus nette dans un passage plus loin. Certes, l'analyse physico-chimique du vivant peut et doit se faire, elle a son intérêt théorique et pratique, mais elle constitue un chapitre de la physique. Il reste tout à faire en biologie. Mais ce qui caractérise l'homme, montons la tique à l'homme, c'est qu'il peut apporter plusieurs solutions à un même problème posé par le milieu. Le milieu propose sans jamais imposer une solution, même si évidemment les possibilités ne sont pas illimitées. Cela tient à ce que, thème de tous ces premiers textes, et même de son premier texte, qui est une intervention au Congrès de Descartes en 1937, son premier grand texte public, un congrès consacré à l'anniversaire à l'Académie à la Sorbonne, du discours de la méthode, tricentenaire donc, 1637-1937, présidé par Paul Valéry. Dans ce texte, Canguilhem montre que le problème essentiel, c'est de savoir penser la technique. Et donc, il montre que l'homme
n'est pas seulement un être de besoin ou de raison, mais un être de désir et créateur de techniques et de valeurs. Et en tant que tel, il ne connaît pas de milieu physique pur. Par l'imagination, il se représente, vous vous représentez, le désirable, qui mobilise la volonté et dirige l'action. Alors c'est le troisième personnage de ma fable, c'est donc un être humain, mais plus spécifiquement un ouvrier. Donc ça pourrait s'appeler le hérisson, la tique et l'ouvrier, mais dès 1947, quand Guillaume a exprimé toute son admiration pour l'œuvre aujourd'hui vraiment trop oubliée, du philosophe George Friedman. Friedman a écrit en particulier un livre qu'on devrait toujours lire aujourd'hui, qui date de 1946, mais qui n'a absolument pas perdu de son actualité, Problèmes humains du machinisme industriel. Évidemment, il faudrait remettre à jour sur l'information, mais sur la réflexion de fond, je crois qu'il est toujours aussi percutant. Donc, c'est dans un article des Cahiers internationaux de sociologie, avec Canguilhem, c'est toujours ça, il publie des articles dans les revues les plus diverses, et qu'il se réfère à Friedman. Et il lui accorde le grand mérite, je cite, d'avoir réuni tous les points de vue spécialisés possibles, mécaniques, biologiques, psychologiques, sociologiques, et de les avoir dominés en les jugeant, à la fois par référence réciproque des uns aux autres, et tous ensemble, conformément, je cite, chers collègues, à la préoccupation éthique impliquée nécessairement dans une philosophie humaniste. Et donc, ce qu'il retient de ce livre monumental, c'est un très gros livre, que sont les problèmes humains du machinisme industriel, c'est l'immense enquête, d'abord, et deuxièmement, le jugement sur la base d'une confrontation entre les analyses qui sont faites par les physiciens, les biologistes, les psychologues, les sociologues sur un objet donné. Et le résultat de cette immense enquête et de ce jugement a été à ses yeux de dissiper deux illusions parallèles. L'illusion scientiste et l'illusion techniciste. L'illusion scientiste, c'est-à-dire la prétention de déduire et de commander tout le progrès humain à partir du seul progrès de la connaissance. C'est un point sur lequel il n'a cessé de revenir. C'est le point sur lequel il se démarque de ceux qui se réclament sans nuance de la philosophie des Lumières. La philosophie des Lumières, il en est certes un adepte, sauf que il ne voit pas le progrès comme résultant simplement de la marche de la connaissance. Ce qui précède la connaissance, c'est la vie. Et la connaissance ne s'effectue que par reprise rationnelle des échecs autant que des succès de la vie. Donc, je crois que c'est un point
capital pour la philosophie d'aujourd'hui et pour la conception de la technique. Il ouvrait la voie à l'idée que ce qui est premier par rapport à la connaissance, c'est la technique. La technique qui est aventureuse, qui connaît des échecs et qui par l'homme, a la capacité de s'interroger sur ces échecs pour produire des connaissances qui, elles-mêmes appliquées, vont permettre de perfectionner la technique initiale, selon un processus, je n'ose pas dire en spirale, mais enfin, qu'on aurait appelé dialectique autrefois. Il a ouvert la voie à Georges Simondon, dont les ouvrages, enfin, commencent à être disponibles sur le marché français, je ne sais pas si ça arrive jusqu'à Lausanne, mais, et même connaissent une espèce de reconnaissance internationale très tardive. Pas seulement le livre qui était sa thèse, une partie de sa thèse, qui était du mode d'existence des objets techniques, mais ces gros volumes consacrés à l'individuation, c'est-à-dire au mode sous lequel l'activité technique transforme l'individu tout au long de sa vie dès lors qu'il est humain. Je me permets de... J'ai été, comme vous le savez, l'élève de Canguilhem, mais j'ai été aussi l'élève de Simondon à la Sorbonne, qui enseignait en psychologie, et c'était l'une des pensées les plus fortes, les plus foisonnantes qu'on pouvait imaginer. Et je suis à la fois surpris et heureux, bien que j'ai fait soutenir deux ou trois thèses qui ont dû contribuer un peu à ça, de voir que Simondon est reconnu comme un philosophe de plein droit, alors qu'il avait été... Il n'y avait qu'un philosophe français qui faisait référence à Simondon de façon délibérée, c'était Gilles Deleuze. Ça, il faut lui reconnaître ça. Gilles Deleuze, dans ses premiers textes, dit que toute l'importance de Simondon. Donc, pas de scientisme, pas non plus l'illusion techniciste, c'est-à-dire la prétention de déduire ou de commander tout le progrès social à partir du progrès industriel. C'est-à-dire que la notion de progrès telle qu'elle a été mise en circulation à partir d'Auguste Comte, auquel il a consacré son mémoire de maîtrise, la notion, avec le sociologue Célestin Bouglet, il a fait un mémoire de maîtrise en 1927, j'ai bonne mémoire, 26, sur la notion l'ordre et le progrès dans la philosophie d'Auguste Comte. Bon, cette notion massive qui va du progrès, de la marche de la connaissance, pour prendre des formules du XVIIIe siècle, à l'amélioration des techniques par application, mot d'Auguste Comte, l'application, vers le bien-être et donc le progrès social et donc le progrès moral, ce noyau de la philosophie du progrès qui est devenu la philosophie quasi officielle de la Troisième République en France, il n'y a jamais adhéré, et sans pour autant, évidemment, se mettre à dénigrer le progrès. Simplement, l'un de ses derniers textes, il avait 87 ans, publié dans la Revue de métaphysique et de morale, est intitulé « La décadence de l'idée de progrès ». La décadence de l'idée de progrès, il y aura contribué à sa façon parce que
Et ce n'était pas un article nostalgique, parce que cette idée massive masque en réalité plusieurs questions délicates qu'il faut arriver à penser ensemble, sans vouloir tout déduire en dernière instance de la pure connaissance. La connaissance de la vie. Il n'y a pas de connaissance par elle-même. Mais il y a plus encore à retirer de ces réflexions. À commencer par une conception renouvelée des rapports de l'homme à son milieu, en l'occurrence ce que Friedman appelait son nouveau milieu, créé par le machinisme industriel. Quand j'écoute aujourd'hui de nombreuses discussions écologistes sur ce qui est l'environnement, je me dis, mais savent-ils toutes les réflexions qui se sont développées dans les années 30-50 et qui sont très éclairantes sur les questions que nous nous posons. En tout cas, ce nouveau milieu, c'est évidemment créé par le machinisme industriel, il se présentait à cette époque-là comme le taylorisme, le machinisme industriel. Or, le taylorisme a significativement buté, dit Friedman, sur les limites d'une doctrine qui voulait, selon les mots mêmes de Taylor, transformer l'homme en machine, et qui a négligé ce que Canguilhem appelle l'attitude morale et sociale de l'ouvrier, laquelle inclut, et voilà l'essentiel, la valeur que l'ouvrier reconnaît à son travail et le degré de signification qu'il lui accorde. Bien des discussions sur le travail aujourd'hui aussi devraient être orientées non pas par l'affirmation de la valeur travail, mais sur la modification de l'être humain qui s'ensuit du fait qu'il reconnaît ou non une valeur et quelle valeur à son travail. De cette attitude, il est apparu que ne parviennent pas à rendre compte les catégories de la psychosociologie sur lesquelles s'appuyaient les responsables de ce que nous appelons aujourd'hui les ressources humaines. Et à ce moment-là, étaient des directions du personnel. C'est que la logique de cette attitude, commente Canguilhem, relève non pas du prix de revient, ni du rendement, mais du sentiment. De là qu'on ait crié, ou que l'on crie, plus que de raison, à l'irrationalité face à la résistance ouvrière. Canguilhem dit à cette formule conclusive, n'oublions pas que tout homme veut être sujet de ses normes. N'oublions pas que tout homme veut être sujet de ses propres normes. D'où cette conclusion que l'étude du milieu et des normes de l'homme au travail fait bien apparaître le primat du vital sur le mécanique, d'une part, et le primat des valeurs sur la vie, d'autre part. Et cette nouvelle définition, la vie n'est à vrai dire, selon nous, que la médiation entre la mécanique et la valeur, c'est d'elle que se dégage, par abstraction, comme terme d'un conflit toujours ouvert, et par là même générateur de toute expérience et de toute histoire, le mécanisme et la valeur. Vous connaissez peut-être ce texte, mais il a été publié par l'Encyclopædia Universalis, c'est l'article en 1974, c'est l'article Vie. Il vient évidemment s'inscrire dans le prolongement de tous ceux auxquels j'ai fait référence et qui, jusqu'ici, qui étaient plutôt des textes des années 40 et 50.
Canguilhem prolonge ses réflexions en les faisant refluer sur l'homme savant, ce fameux vivant savant qui doit avoir le sens biologique s'il veut s'emparer de l'objet de son savoir, dès lors que ce savoir est le vivant. C'est le sens de la présence obsédante de valeurs étrangères à la connaissance dans l'acte initial de cette même connaissance, oui, qui doit être dégagée dans le cas de la connaissance de la vie. Voilà ce qu'il écrit dans cet article Vie de l'Encyclopædia Universalis. Il y a des valeurs antérieures, mais il ne dit pas antérieures, il dit étrangères aux valeurs de la connaissance dans l'acte initial qui fait que cette même connaissance peut devenir connaissance de la vie. Même si la connaissance objective est entreprise humaine, est en fin de compte un travail de vivant, son postulat ou sa condition de possibilité consiste dans la négation systématique de tout objet auquel elle s'applique, de la réalité et des qualités que le vivant humain identifie avec la vie, d'après la conscience qu'il a de ce qu'est pour lui vivre. Autrement dit, l'objet biologique se trouve d'emblée surdéterminé. D'où la grande difficulté d'acquérir et de maintenir ce fameux sens biologique lorsqu'il s'agit de juger des phénomènes de la vie, car on est à ce moment-là menacé par un mysticisme flou ou un rationalisme sec, ce qui ne vaut pas mieux. Il faut trouver sa voie dans un rationalisme ouvert. Dans une conférence publiée en 1955, Canguilhem élargit la question à celle du rapport des régulations dans l'organisme et dans la société. Il retrace à sa façon, c'est-à-dire très érudite, la longue histoire de l'assimilation de la société à un organisme, et celle inverse de l'organisme à une société. Et il en conclut que ce qui domine l'assimilation de l'organisme à une société, c'est l'idée de la médication sociale, l'idée de la thérapeutique sociale, l'idée des remèdes aux maux sociaux, l'idée que les hommes politiques aiment bien agiter de temps en temps, se plaçant dans la position confortable, ou supposément confortable, du médecin, au moins de l'idée du médecin qu'ils se font. La description en reste d'une grande actualité. Mais enfin, demande Canguilhem, l'organisme est un mode d'être tout à fait exceptionnel. Pourquoi ? Parce que dans un organisme, pensez à la formule de tout à l'heure, son être, c'est son sens. Eh bien, dans son organisme, son existence, c'est son idéal. Entre son existence et sa règle ou sa norme, il n'y a pas de différence, il n'y a pas d'écart à proprement parler. L'idéal de l'organisme, c'est l'organisme lui-même. Or, il en va tout autrement de l'existence des sociétés. Puisque les désordres, les troubles sociaux font apparaître une toute autre relation entre les maux d'un côté, les réformes, parce que pour la société, ce dont on discute, c'est de savoir quel est son idéal ou sa norme. Elle ne le comporte pas en elle-même. On n'hésite pas sur la finalité de l'organisme, mais sur la finalité de la société, c'est peut-être l'un des problèmes les plus essentiels de l'espèce humaine. Une société, soutient Canguilhem au risque de heurter ses auditoires, c'est une organisation et pas un organisme. Donc, il n'a pas, comme l'organisme, de finalité propre.
c'est un moyen. Une société est plutôt de l'ordre de la machine et de l'outil que de l'ordre de l'organisme. Mais alors la question c'est, quelle est la finalité de cette organisation? Et là-dessus, il y a nécessairement discussion, désaccord, voire conflit. Et voilà pourquoi toute société appelle des régulateurs. Mais voilà aussi pourquoi il n'y a pas de sagesse sociale, au sens où, selon Cannon, Walter Cannon, il y avait une sagesse du corps. Livre célèbre de 1932, The Wisdom of the Body, qui a été traduit en français en 1946, La sagesse du corps, qui a été une référence permanente de toutes les discussions des années 50. Pas de justice sociale spontanée, pas d'autorégulation dans les sociétés. On peut rêver d'autorégulation par extrapolation d'un modèle organique, mais c'est rêver d'une société qui ne serait pas véritablement une société. En tout cas pour lui. Et voici peut-être le plus surprenant, quand Guillaume se réfère ici à Bergson, pour se rallier à ce que Bergson appelait dans les deux sources de la morale et de la religion, l'appel du héros. Lorsqu'il y a crise sociale, quand je dis lorsqu'il y a crise sociale, pour lui, c'est la norme. L'existence de la société, c'est une existence qui est intégralement traversée par la crise. Lorsque la crise sociale, qui est la norme, menace l'existence même de la société, parce qu'il y a des degrés dans la crise, alors le héros est celui qui va trouver et inventer une solution dans l'extrême du péril. Je pense qu'en écrivant ces lignes dont quand Guillaume dont Raymond Aron a écrit, c'était un vrai héros de la résistance, et de fait, il a été plus que tout autre un héros de la résistance, il pensait à Jean Cavaillès, son camarade et son ami, qui représentait la figure du héros et qui restait intensément présent à sa mémoire. Pour lui, la philosophie, fondamentalement, est philosophie des valeurs, du jugement, de l'éthique, parce que l'être humain n'est pas réductible à un organisme vivant, et que l'organisme vivant n'est pas lui-même réductible à une machine. Aujourd'hui, on lit essentiellement Canguilhem à travers Foucault. Probablement parce que Foucault l'a toujours présenté, non sans raison, comme étant son premier maître. Et que, aux États-Unis, Foucault a fait une préface à son livre Le Normal et le Pathologique, qui le signale comme l'inspirateur de toutes les pensées inventives des années 60, ayant vécu une vie en retrait, mais étant l'inspirateur à la fois de lui-même Foucault, de Deleuze, de Bourdieu, et enfin de tous les noms de la génération des années 60. Peut-être aussi parce que son livre le plus étudié est incontestablement non pas la connaissance de la vie, mais le normal et le pathologique, qui date de 1943 et qui est une version rédigée de sa thèse de médecine. Et on aurait tendance à le présenter
comme un philosophe de la médecine. Alors déjà, il était philosophe avant d'être médecin. Chronologiquement, il a passé l'agrégation de philosophie, et puis c'est après qu'il a fait des études de médecine à Toulouse, qu'il a commencé à Toulouse en 1936, mais il enseignait déjà dans la cagne du lycée de Toulouse à ce moment-là. Donc, il n'est pas médecin-philosophe, il est philosophe qui n'a pas voulu être médecin, il n'a jamais voulu être médecin, mais qui s'intéressait à la médecine. Au point qu'il a voulu faire des études de médecine. Mais j'entends certains dire qu'il veut être médecin, je l'imagine qu'il s'esclaverait. Quand j'étais malade, que j'allais à son séminaire dans un état un peu trop pâle, il me disait « Et dire que j'aurais le droit de vous prescrire des médicaments ». Surtout. Évidemment, je ne ferai jamais une chose pareille. Bon, il n'a jamais exercé la médecine, sauf un tout petit épisode pendant la guerre que j'ai raconté dans mon Que sais-je, où qu'il a dégoûté à jamais de la médecine car il a dû faire une amputation à un de ses camarades de combat dans les maquis. Et donc il m'a dit, c'est terminé. Voilà. Mais encore, c'était un accident. Les textes qui précèdent montrent bien que l'ambition de ce disciple d'Alain, car il était le disciple d'Alain et il est resté, avec une fidélité remarquable, était beaucoup plus vaste que simplement élaborer une philosophie de la médecine. Alors pour le comprendre et pour terminer sans prendre trop de temps, j'aurais fait 1 heure, je vous propose de regarder une discussion, une extraordinaire discussion comme on n'en fait plus à la télévision. À la télévision scolaire, en 1965, en France, on faisait une discussion sur philosophie et vérité avec Paul Ricoeur, Michel Foucault, Alain Badiou, Jean Hippolyte et l'ancienne femme de Lévi-Strauss, Dinah Dreyfus. J'imagine ce que ça donnera. Peut-être qu'avec la réforme de M. Sarkozy, on va pouvoir voir des choses aussi merveilleuses se produire, mais philosophie et vérité avec des philosophes de ce calibre qui n'étaient pas du genre à faire des concessions aux fanfreluches officiels. Or, c'était une série dont on dispose aujourd'hui d'ailleurs au CNDP. C'était une série de discussions plus ou moins mises en scène, car de temps en temps les philosophes étaient sur un plateau, mais de temps en temps on les mettait dans une voiture, dans un taxi. Ils continuaient à discuter dans le Luxembourg, dans le jardin du Luxembourg. Il avait avancé une thèse, brutalement, comme il savait le faire, qui avait absolument scandalisé toute la France des professeurs de philosophie. Il avait osé dire à la télévision, il n'y a pas de vérité philosophique. Donc il y avait eu un tollé quasi universel, des lettres, des protestations, et dans l'émission suivante, il s'explique. Le rapport de la philosophie à ces vérités, au pluriel, que les sciences définissent progressivement, est l'objet d'une méditation, d'une recherche, dont on ne peut pas dire qu'elle est vraie ou fausse, au sens où on parle de vrai et de faux dans les sciences. Voilà ce qu'il voulait dire. La philosophie, ce n'est pas une science, c'est la réflexion, c'est la méditation, ou, pour employer les mots d'Alain, l'analyse réflexive, qui ne se situe pas au niveau du vrai et du faux. Et Hippolyte lui répond, mais
au philosophe, il reste quand même quelque chose qui est le sens de la totalité que nous ne pouvons évacuer de notre vie. Quand Guillaume, qui sans doute d'ailleurs entendait totalité dans un sens un peu différent d'Hippolyte, mais peu importe, lui répond, c'est la définition même de la philosophie. Et il précise comment il voit sa tâche propre. La philosophie doit se confronter certains langages spéciaux, certains codes, avec ce qui reste foncièrement et fondamentalement naïf dans l'expérience vécue. La philosophie ne s'adresse spécialement à personne, mais universellement à tous. Et le rapport entre la pensée philosophique et la pensée des différentes disciplines scientifiques est un rapport concret et nullement abstrait ou spécial. Comme vous voyez, ce n'est pas un épistémologue, pas du tout. C'est un philosophe qui voit dans la philosophie une activité de méditation sur l'ajustement des valeurs humaines les unes aux autres avec tous les conflits et les incohérences que cela peut révéler en fonction d'une certaine idée éthique de l'homme. Mais ce débat apporte encore plus. Alain Badiou, qui était alors fort jeune, ayant à juste titre relevé le terme de totalité employé par Canguilhem, Canguilhem met les choses au point. La totalité n'est pas du côté de la nature ou du cosmos ou du monde ce n'est pas de ce côté-là que nous la trouvons, mais c'est précisément l'affaire propre de la philosophie que les valeurs doivent être confrontées les unes aux autres à l'intérieur d'une totalité qui ne peut être que présumée, qui n'est jamais donnée. C'est pourquoi, il dit aussi, c'est pourquoi il n'y a pas de référence à une cosmologie, une théologie, comme un donné à partir duquel, qui serait le fondement d'une philosophie. Donc, thèse décisive de la présomption philosophique, c'est une attitude, c'est un jugement, c'est une activité. Comme vous voyez, ce n'est pas vraiment une discipline, même s'il faut beaucoup d'efforts pour lire les philosophes et entrer dans leur mode de pensée. Je reviens une dernière fois sur le vivant et son milieu, le texte dont je suis parti. La philosophie, écrivait-il, doit ici prendre une initiative, celle d'une recherche synoptique du sens et de la valeur du concept, de milieu, par une confrontation critique de plusieurs démarches. Les physiciens, les anthropologues, les ethnologues, les biologistes, etc. D'en retrouver si possible des parts communs et d'en présumer la fécondité pour une philosophie de la nature centrée par rapport au problème de l'individualité. La philosophie donc apparaît comme la plus humaine des activités, de ce vivant pensant qu'est l'homme, lequel, pour savoir, pour connaître, a dû nier toute référence au centre subjectif qu'il est, et qui, pour toujours repenser le sens de ce qu'il sait, doit éviter de le chercher dans le savoir, mais dans ce qui peut en être tiré pour traiter le problème toujours pendant de son individualité. Qu'est-ce que c'est que ça, que d'être un individu humain? En quoi? Parce qu'elle touche chacun, il faudrait dire qu'il y a ce qu'il appelle un côté fondamentalement naïf et même populaire de la philosophie. Eh bien, je lui laisse le dernier mot qui n'a cessé de me guider. Il y a des philosophies
qui ont bien totalisé l'expérience d'une époque, qui ont réussi à diffuser dans ce qui n'est pas la philosophie, dans les modes de culture, et qui en ont eu, en ce sens, un impact direct sur ce qu'on peut appeler notre existence de tous les jours, notre existence quotidienne. On peut commenter par quelques ismes. Il y a des philosophies qui sont diffusées dans la culture et qui ont un impact direct. Ça se marque par le stoïcisme, le scepticisme. Ça se marque par quelques formules en isme qui sont le lot de tous. Dès qu'on est un peu plus académique, le cercle de ceux qui s'y réfèrent se restreint. Le kantisme est assez répandu, mais ce n'est pas le stoïcisme, ce n'est pas le scepticisme, ce n'est même pas l'épicurisme, qui représente des modes d'être, des prises de position devant les problèmes de la vie, qui sont liés à la présomption, ce joli mot, ce jugement par avance, de la totalité possible des valeurs qui vont faire qu'un individu devient ou non un individu humain au sens le plus plein que chacun peut donner à ce terme, et ce sens n'est pas le même pour tous. Voilà. Eh bien, je crois qu'il aura fallu du temps, peut-être, pour que cette philosophie qui est écrite comme j'ai voulu je ne l'ai pas esquivé dans un style extrêmement dense, devienne ou puisse devenir petit à petit populaire. C'est tout l'ambition que j'ai eue en le mettant en que sais-je, ce qui était un défi. Merci en tout cas de m'avoir écouté. Donc, je suis prêt à répondre.